Alors maintenant, on a l'habitude au début de nos conférences de l'UPEC de faire en quelques moments, un petit moment, le point sur l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Donc c'est Philippe Gonnet qui va faire ce point d'actualité avant qu'on entame la conférence plus particulièrement sur l'élection présidentielle et l'Europe. Merci, je vais essayer d'être bref. En trois sections, le 1, la politique étrangère, 2, la politique communautaire, 3, l'Europe et la crise. Alors, en ce qui concerne la politique étrangère, premier volet syrien, Catherine Ashton a annoncé hier devant le Parlement européen que l'Union européenne était prête à de nouvelles sanctions et surtout qu'elle allait débloquer 23 millions d'euros pour soutenir les réfugiés syriens. Les eurodéputés souhaitant pour leur part aller beaucoup plus loin, demandant la démission de Bachar el-Assad et sa comparution devant la Cour pénale internationale. La même Catherine Ashton a présidé une réunion des 5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et l'Iran, dans le dossier du nucléaire iranien. Et ces négociations ont donné lieu à un nouveau rendez-vous le 23 mai à Bagdad, dans la capitale irakienne cette fois-ci. Catherine Ashton espère que les prochaines réunions aboutiront à des mesures concrètes vers une solution globale négociée. Ce qui est intéressant, c'est que la Maison-Blanche a qualifié de première étape positive les pourparlers d'Istanbul, que les Russes y sont allés aussi de leur satisfaction et que du coup, on va voir comment vont s'articuler ces discussions du 23 mai avec les sanctions qui sont progressives jusqu'à l'embargo total au 1er juillet concernant l'importation de pétrole iranien dans l'Union européenne. J'ai relevé également une analyse de Kelly McNamara de l'AFP sur la fin des sanctions européennes concernant la Birmanie après l'appel à suspension de David Cameron et de l'opposante, maintenant députée Aung San Suu Kyi, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la prononciation. Et du coup, notre consort estime que l'appel à suspendre les sanctions, donc qui a été lancé vendredi dernier, sonne comme un tournant fondamental, puisque les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ne devraient plus opposer de résistance à ce scénario le 23 avril, lors de la réunion prévue à Luxembourg, et ouvrir enfin cette nouvelle frontière aux investisseurs du vieux continent, ajoute-t-elle, tout en précisant que la suspension permet de garder intacte la menace des sanctions si les conservateurs venaient à refaire surface. Il considérait que c'est une voie médiane intelligente. De leur côté, les économistes estiment que le marché birman offre des opportunités immenses, tout en considérant que c'est encore un pays sans règle de droit. L'idée que les compagnies occidentales vont y investir des milliards me semble improbable jusqu'à ce qu'émergent de vrais changements dans le cadre légal. Fin de citation, estime l'un d'eux. Pour passer rapidement à la politique communautaire, jeudi dernier, l'eurodéputé britannique David Martin, qui est le rapporteur sur l'ACTA, l'accord commercial anti-contrefaçon, a recommandé à ses collègues de voter contre le texte, estimant qu'il génère plus de peur que d'espoir. Le texte avait été adopté par les 22 États membres, mais malgré, du fait des attaques émanant de la société civile, considère que c'est plus la peine d'en parler. Ce qui ravit l'aile gauche le PSE et le chef de file du PPE, où les avis commencent à diverger, a déclaré également ACTA, c'est fini. Donc il faudra envisager une nouvelle forme de défense de la propriété intellectuelle. Dans un autre ordre d'idée, la Commission européenne a obligé l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne a contraint l'autorité française des télécoms à retravailler au cours des prochaines semaines les tarifs proposés à 3 nouveaux opérateurs. Et enfin, Algida Semata, qui est commissaire européen chargé de la fiscalité de l'Union douanière et de la lutte antifraude, a dévoilé hier une série de propositions visant à protéger les offices statistiques nationaux
de toute influence de leur gouvernement afin que, je cite, le mensonge grec sur la dette ne se reproduise pas. En ce qui concerne l'Europe et la crise, qui va faire une transition vers le sujet de ce soir, je pense que vous en avez entendu parler, sur le fait que le FMI se veut moins pessimiste mais n'exclut pas une rechute. Ce qui nous vaut, c'est cette analyse d'Aurélie Mayembo de l'AFP. La crise de la dette devrait toucher la zone euro moins violemment que prévu, selon le Fonds monétaire international, qui n'exclut pas pour autant une rechute tant que l'Union monétaire n'aura pas réglé ses problèmes de fond et trouvé comment renouer durablement avec la croissance. Donc ça, je pense que ça sera traité par la suite, puisque en 2012, le produit intérieur brut de la zone euro devrait se replier de 0,3% et non de 0,5%. On reste quand même en récession. Et les pays de l'Union monétaire devraient donc renouer avec une croissance dès le second semestre. Reste que pour le FMI, il faut encore mettre en place une consolidation budgétaire appropriée en zone euro et soutenir la croissance, ce que pourrait faire indirectement la BCE via une politique monétaire souple et de nouvelles opérations exceptionnelles. Autre recommandation du FMI, il faudra que les pays lâchent du lest sur la consolidation fiscale, et là, l'Allemagne est clairement avisée. Enfin, le FMI recommande un plus grand partage des risques au sein de la zone euro via des mécanismes communs solides, mais ça, je pense que vous y reviendrez. Et les deux premières économies de la zone euro, selon ces prévisions, devraient connaître une croissance un peu meilleure que prévue en 2012, enfin tout est relatif, puisqu'elle serait de 0,6% pour l'Allemagne contre 0,3 prévu et 0,5 pour la France contre 0,2 prévu. L'inflation de son côté s'élève à 2,7% contre 2,6 annoncé. Et enfin, je n'ai pas résisté au plaisir de vous livrer ce chiffre. En mars, les ventes de voitures neuves ont chuté de 7% dans l'Union européenne. Alors évidemment, ça n'étonnera personne. Moins 49,2% au Portugal, moins 42,6% en Grèce, moins 26,7% en Italie, moins 23,2% en France, mais ça c'est la fin de la prime à la casse, et moins 4,5% en Espagne. Volkswagen continue à progresser de 1,3%, les Français s'écroulent, l'italien Fiat recule de 26,1%, et c'est pas la crise pour tout le monde, puisque le luxe se porte bien, Jaguar bondit de 24,9%. Le Portugal a été le premier pays à adopter le pacte budgétaire, la majorité de droite s'étant trouvée soutenue par l'opposition. Le Premier ministre Pedro Passos Coelho ayant manifesté son refus de répéter les erreurs du passé. Pour autant, les commentateurs restent sceptiques dans la mesure où la dette publique atteint 110% du PIB et devrait monter à 115% à la fin de cette année. Enfin, la Commission a prévu un cocktail de propositions pour relancer l'emploi, incluant des salaires minimums décents, mais différenciés selon les branches. Ce qui n'a pas manqué de susciter la controverse en France, et c'est le commissaire à l'emploi, Laszlo Andor, qui s'y colle. Donc c'est assez compliqué. Si on regarde le verre à moitié plein, un diplomate a estimé que cela marque quand même une évolution notable du discours de la Commission, qui campait jusqu'ici sur des positions plutôt libérales, en jugeant que les salaires minimums constituaient un frein à l'embauche. Alors après, si on regarde le verre à moitié vide, c'est vrai que ça fait exploser le SMIC unique, sachant que sur 27 pays, 20 disposent d'un salaire minimum, qui part de 138 € par mois en Bulgarie pour atteindre 1801 € au Luxembourg. Donc toujours d'Aurélie Mayembo, les appels se multiplient en Europe pour définir une stratégie pour la croissance et tourner la page du doute d'austérité qui a prévalu au plus fort de la crise, mais les responsables politiques peinent à trouver des solutions concrètes pour faire redémarrer l'économie. Donc cette analyse est intéressante. Une première brèche a été ouverte avec la proposition du candidat socialiste à l'élection présidentielle française, François Hollande, qui avait d'abord été taxé de naïveté et décrié avant de recevoir, écrit-elle, un soutien inattendu du quotidien du monde des affaires, le Financial Times.
et le Financial Times d'écrire, plus le climat économique devient difficile, plus les chantres de l'austérité sont isolés. Il est encourageant de voir que de plus en plus d'hommes politiques, notamment François Hollande, appellent à une stratégie européenne de croissance, écrit donc l'éditorialiste du Financial Times. Le président portugais y est allé également de son couplet, appelant à faire face à la stagnation économique actuelle. Notre consort s'étonnant quand même, relevant le problème que ces déclarations ne contiennent bien souvent pas de revendications précises. Ce qu'assène l'éditorial du Financial Times, un programme de soutien à la croissance doit comporter des mesures concrètes qui ont un effet immédiat. L'Europe parle depuis trop longtemps de croissance en n'en faisant pas assez. Alors donc elle chute son analyse là-dessus. Il faut dire que les dirigeants européens sont divisés en deux camps. 12 pays regroupés autour des chefs de gouvernement britanniques David Cameron et italien Mario Monti militent pour un marché unique renforcé et des réformes du marché du travail. À l'inverse, de l'autre côté, le tandem franco-allemand pour sa part pour plus de coordination des politiques fiscales pour relancer l'économie. François Hollande a estimé sur RTL hier que la France n'était pas exposée à la crise et que le pays pouvait maîtriser la finance. Et Nicolas Sarkozy lui a emboîté le pas sur la BCE dimanche en souhaitant que la BCE soutienne la croissance. Ce qui fait écrire à Romaric Gaudin dans la Tribune que Merkozy s'est suicidé dimanche place de la Concorde. Il est impossible aujourd'hui de vouloir conserver la monnaie unique et de modifier le rôle de la BCE. Merkozy s'est suicidé. Voilà, Merkozy s'est suicidé dimanche. Je terminerai simplement par une pétition qui est parue dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Une pétition de 42 économistes de renom, dont Elie Cohen ou Jean-Hervé Lorenzi, qui soutiennent François Hollande pour sa crédibilité, son ambition et sa cohérence. Je trouve que ça fait une transition toute trouvée, surtout quand on a connu le dîner 81, il y a quelques années de ça, où c'était pas tout à fait le même climat. Merci Philippe. Alors, on passe tout de suite donc maintenant à l'observation au fond des relations entre l'élection présidentielle et l'Europe. Est-ce que l'Europe est un élément important de cette élection présidentielle et au fond, et puis rappeler aussi ce qu'est une élection présidentielle. Pierre Bréchon nous fait l'amitié de revenir à nouveau à l'UPEC. Après les valeurs, c'est l'élection présidentielle. Merci à toi. On ne te présente pas, mais il y a suffisamment d'informations sur toi juste au-dessus. Merci. Merci Philippe. Merci de votre invitation. Et donc je vais commencer à parler donc essentiellement de l'élection présidentielle. Je terminerai un tout petit peu sur l'Europe, sachant que je suis ébloui par vos connaissances sur l'Europe. Moi, ce n'est pas ma spécialité et j'en connais beaucoup moins que beaucoup d'entre vous. Sur l'élection présidentielle, je commencerai par quelques petits rappels historiques, ensuite des rappels sur la campagne électorale qu'on vient de vivre, puis quelques données de sociologie électorale sur l'explication des votes et sur comment les électeurs prennent leurs décisions, et je terminerai sur l'élection et l'Europe pour introduire à l'intervention d'Henri. Donc sur le premier point, quelques rappels historiques. D'abord, donc, cette élection est une spécificité, cette élection au suffrage universel direct est une spécificité de la Ve République, et pas tout à fait des débuts de la Ve République, puisque la décision d'élire au suffrage universel direct a été prise par référendum en 1962 sur une volonté, on va dire, du général de Gaulle de confirmer et d'affermir le rôle du président de la République dans nos institutions. Donc c'est de cette époque que date le système, pour l'essentiel on va dire, je donnerai les modifications qu'on a connues tout à l'heure, mais pour l'essentiel, donc on prolonge le système antérieur d'un président de la République élu pour 7 ans,
mais donc c'est désormais un suffrage universel direct avec 2 tours et seulement 2 candidats qui peuvent se maintenir au second tour. Et donc on peut dire que non seulement ce système confirme et renforce les rôles du président de la République pour le cours de son mandat, mais on peut dire aussi que ce système a eu comme conséquence de beaucoup favoriser la bipolarisation de la vie politique française. Donc la bipolarisation, ça veut dire que le système des partis, qui était un système multipartisan, on a parfois dit multipartisan exacerbé, s'est progressivement réduit autour de 2 camps. Bipolarisation. Bipolarisation, c'est pas bipartisme, mais bipolarisation, c'est que toute la politique française s'organise autour de 2 pôles. Et là, de ce point de vue-là, le passage à cette bipolarisation a été très encouragé, très facilité par cette élection au suffrage universel direct. Parce qu'au fond, c'est autour des candidats qui restent au second tour que le rassemblement des forces politiques s'opère, et il s'opère non seulement pour l'élection présidentielle, mais il s'opère aussi dans le même prolongement pour l'organisation de la majorité parlementaire. Donc c'est une étape très importante qui confirme, qui conforte les institutions de 1958. La première expérience de cette élection présidentielle, c'est 1965, avec un François Mitterrand qui va participer à la compétition alors qu'il était très opposé aux institutions de la Ve République. D'une certaine façon, c'est une première acclimatation de cette élection pour la gauche, puisqu'elle présente un candidat, ce que ne fera pas le Parti communiste. Donc en 1965, François Mitterrand est le seul candidat de gauche sur 6 candidats à cette élection de 1965. Je vais très vite dans mes rappels historiques. Je passe à 1981. Il me semble que 1981, avec l'alternance au pouvoir et donc François Mitterrand qui est élu à sa 3e candidature, ça marque, du point de vue des institutions et du système politique, ça marque le succès des jeux. Le terme succès n'est peut-être pas tout à fait adapté, mais ça marque un certain consensus de l'opinion publique française et des citoyens autour des institutions de la Ve République. Parce qu'au fond, depuis 2 siècles, avant 1981, au fond, il y avait toujours à peu près la moitié du pays pour trouver que les institutions n'étaient pas adaptées. Donc il y avait la moitié du pays qui refusait largement les institutions. À partir du moment où la gauche arrive au pouvoir, d'une certaine façon, ça légitime définitivement les institutions de la Ve République dans l'électorat de gauche. Et les thèmes, au fond, institutionnels vont être beaucoup moins présents ils avaient été très très importants, ils avaient été au centre des campagnes électorales de 65 et de 69 notamment, et au fond ça va être beaucoup moins important à partir de 1981, même si ça ne disparaît pas complètement, mais au fond c'est beaucoup moins important. Ce qui n'empêche qu'on réforme périodiquement la Constitution et qu'on en est à la 23e ou 24e modification depuis 1958. Alors parfois, les réformes sont sur des points très mineurs, mais parfois elles le sont sur des points très importants. Et donc, notamment par rapport à notre sujet de ce soir, c'est en 2000 qu'on réduit le mandat présidentiel à 5 ans. Il y avait un vieux débat, une vieille volonté depuis Georges Pompidou en 1973 de réduire ce mandat présidentiel.
Et puis, pour différentes raisons sur lesquelles je passe pour ne pas être trop long, les réformes en la matière n'avaient pas abouti. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing relance cette idée, il faut réduire le mandat à 5 ans, en 2000. Lionel Jospin, mort à l'hameçon. Et donc, Jacques Chirac était plutôt opposé, mais il a bien senti qu'il aurait du mal à faire passer son point de vue. Un certain nombre de personnes dans sa propre majorité étant favorables à cette réduction. Donc il a finalement accepté, il a négocié, il a discuté avec Lionel Jospin. Ils se sont mis d'accord pour ce qu'on a appelé un quinquennat sec, c'est-à-dire donc ça voulait dire qu'on établissait le quinquennat, mais qu'on ne changeait rien d'autre dans les mécanismes de l'élection présidentielle. Donc cette réforme a été adoptée par référendum, un référendum sans enjeu, à partir du moment où tout le monde était favorable à cette réforme, donc 70% d'abstention, pas de campagne électorale. Donc voilà, il faut rappeler ce genre de choses parce que c'est quand même une réforme importante qui a été adoptée par une petite minorité de citoyens, mais ça s'explique par le fait que finalement, il n'y avait pas bien de raison de se déplacer aux urnes puisque tout le monde était pour et que les partis en plus n'ont pas vraiment fait campagne puisqu'il n'y avait pas d'enjeu de division entre eux sur le sujet. Il faut rajouter tout de suite que 2001, il y a eu une deuxième réforme qui n'est pas constitutionnelle mais qui est importante pour notre sujet, qui est un bricolage, on va dire, sur le calendrier des élections. Et donc en 2001, il y avait, on était dans une période de cohabitation qui durait depuis 1997, qui allait normalement durer jusqu'à 2002, et il se trouvait que du fait du calendrier, de la dissolution de 1997, mandat de l'Assemblée de 5 ans, le président élu pour 7 ans, lui en 1995, donc en 2002, les deux mandats arrivaient simultanément à terme. Et les gens qui pensaient que les cohabitations entre un président d'un camp et un Premier ministre de l'autre n'étaient pas une très bonne chose, se sont dit, voilà, il y a une fenêtre d'opportunité à saisir, il faut donc aligner les deux élections. Donc si on est passé à 5 ans, voilà, passant à 5 ans, on évite le risque de cohabitation pour l'essentiel, et restait le problème du calendrier. Problème du calendrier, donc quelle doit être de ces deux élections arrivant la même année, quelle doit être celle qui arrive en tête. Normalement, c'était les législatives qui devaient arriver en tête, puisque du fait de l'élection pour 5 ans, qui se déroulait traditionnellement au mois de mars, elles arrivaient en tête. Alors que le président de la République, son mandat courait jusqu'à avril-mai. Bon. Alors donc on a modifié à la marge, on a pris une loi simplement pour décider que le pouvoir, enfin, la mandature des députés élus en 1997 durerait 3 mois de plus. Bon. Donc on a inversé le calendrier électoral. C'est une réforme qui apparaît très mineure, mais qui en fait est tout à fait fondamentale, puisqu'elle aboutit à ce que l'élection présidentielle domine la séquence électorale des présidentielles plus législatives. Il pourrait se passer des choses assez différentes si on avait législative plus dans la suite la présidentielle. Donc au fond, Lionel Jospin, qui a impulsé cette réforme, a estimé que c'était son intérêt de contrôler d'abord l'élection présidentielle. Il espérait être élu, donc de contrôler cette élection présidentielle et dans la foulée de cette élection, faire élire une majorité de députés. Il estimait qu'il y avait plus de chances d'avoir une majorité parlementaire en ayant d'abord élu lui-même, donc le président.
Et ça veut dire qu'il ne faisait pas tellement confiance au candidat du Parti socialiste, probablement. Mais bon, peut-être faute d'un peu de... je ne sais pas. Un protestant, habituellement, c'est humble, mais là, peut-être qu'il avait un peu trop de confiance en lui, je ne sais pas. En tout cas, donc, il a fait passer cette réforme qui est très, très importante du point de vue institutionnel, puisque aujourd'hui, donc, les élections législatives sont... j'ose pas dire que c'est devenu une élection secondaire, puisque on peut toujours avoir... c'est pas complètement impossible d'avoir une cohabitation, hein. Mais c'est devenu très peu vraisemblable parce que dans la logique, dans la foulée d'une élection présidentielle où un candidat vient d'être élu, où un camp est gagnant et l'autre doit encaisser sa défaite après une bataille très âpre, bon ben c'est pendant un mois dans le temps de la campagne législative, le nouveau président prend des mesures populaires, évidemment. C'est pas là qu'il va lancer les choses difficiles, les mesures difficiles. Donc, il a les vaincus, eux, se divisent, règlent leur compte. Donc, ils sont sous le choc. Donc, c'est pas facile de remobiliser un électorat battu. Donc, il y a peu de chances que le président élu n'ait pas une majorité parlementaire. Donc ça veut dire que l'élection législative est devenue non pas une élection secondaire, mais une élection de confirmation, et seulement de confirmation. Et donc, du point de vue de la présidentialisation du système politique français, c'est évidemment une évolution extrêmement importante, on va dire très gaulienne, mais initiée, on va dire, par un socialiste. Voilà les rappels que je voulais faire. J'aborde donc mon deuxième temps sur la campagne électorale de 2012. C'est très difficile de savoir quand tu commences une campagne électorale. Certains vous diront qu'elle commence au soir du deuxième tour de l'élection précédente, puisqu'il y en a qui y pensent tous les matins en se rasant. Et puis, disons que tous les partis doivent y penser de toute façon longtemps à l'avance, parce que la responsabilité d'un parti, dans un système dans un système politique, c'est bien de se préparer aux échéances électorales. Et donc, se préparer à l'échéance fondamentale de la Ve République, pour tout parti, c'est quelque chose de très important. Je dirais de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, et pratiquement autant aux extrêmes que dans les partis de gouvernement qui sont pourtant ceux qui ont le plus de chances dans une élection présidentielle. Alors, en 2007, Nicolas Sarkozy, on le sent bien, avait lancé sa campagne très longtemps à l'avance, hein, à travers sa stratégie et sa politique au ministère de l'Intérieur, en s'opposant à Jacques Chirac, mais en prenant le contrôle de l'UMP pour avoir une machine électorale à son service et empêcher les Chiraciens de l'utiliser. Donc il avait mené une campagne électorale sur le moyen terme. On peut dire que cette année encore, du point de vue du président sortant, la campagne a commencé très tôt. On peut dire que la stratégie de Nicolas Sarkozy, elle a commencé dès 2009-2010. Hein. Elle commence avec le thème de l'immigration, le discours de Grenoble, un certain nombre donc de mesures pour essayer de récupérer un électorat du Front National qui n'a pas beaucoup apprécié, qui a été siphonné en 2007, mais qui, au fond, n'a pas beaucoup apprécié la politique mise en œuvre par Nicolas Sarkozy pendant les premières années de son mandat. Et puis, du côté du Parti socialiste, on peut dire que le parti va aussi se mettre en ordre de bataille, on va dire, peut-être, disons, progressivement. Ça ne se passe pas très bien au début, parce que le congrès de Reims de décembre 2008 laisse
mauvais souvenirs. La division entre les clans laisse entre les tendances laisse de mauvais souvenirs. Et donc, mais par contre, à l'été 2009, je crois que c'est aux Assises de La Rochelle, le parti se remet d'une certaine manière en ordre de bataille avec l'idée de primaires ouvertes. Donc vous voyez, les primaires ouvertes, ça ne peut pas se mettre en place en un mois ou deux. Le PS avait déjà connu des primaires internes, notamment en 1995. Mais là, l'idée de mobiliser plus largement et de faire de ces primaires ouvertes un élément de mobilisation dans la campagne électorale, à la fois choisir le candidat qui représente le parti et aussi donc mobiliser en vue de l'élection. Et puis il y a d'autres mesures sur annoncées en tout cas, pour disons redynamiser ou permettre un retour de la confiance des citoyens dans leurs élus, notamment autour du problème du cumul des mandats. Je ne peux pas passer tout en revue sur cette campagne, mais vous voyez, ça commence 2009, 2010, 2011. Ce que je retiens et qui m'a frappé en début d'année 2011, c'est au moment des élections cantonales. Eh bien, au moment des élections cantonales, les médias sont déjà largement rivés sur l'élection présidentielle qui va avoir lieu 13 mois plus tard, à tel point que ça éclipse un peu, beaucoup, ces élections cantonales. Le Front National de Marine Le Pen vient de prendre la direction du Front National. Ça lui donne, elle a eu de la visibilité à cette occasion. Elle a une image qui s'améliore dans les sondages. Et en termes d'intention de vote, un ou deux instituts, au mois de mars, au moment de l'élection cantonale, lui donnent 20 à 21% d'intention de vote pour l'élection présidentielle. Et du coup, évidemment, on dit, voilà, Marine Le Pen elle pourrait rejouer le coup de 2002 et elle pourrait se trouver peut-être en duel, non pas avec Nicolas Sarkozy, mais avec François Hollande. Enfin non, à l'époque on disait pas, pardon, on disait avec DSK, excusez-moi. Donc parce qu'une campagne, vous voyez, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de, il y a toujours, c'est un roman, c'est pour ça aussi que ça intéresse. La campagne, elle n'intéresse pas seulement parce que c'est de la politique. Les Français ne sont pas des animaux politiques jusqu'au bout des ongles. Donc si on veut, comme on dit aujourd'hui en des termes que j'aime pas beaucoup, mais si on veut attirer les lecteurs, il faut faire du storytelling. Donc il faut raconter un peu des histoires, des romans. Il faut donc la dramatisation, la passion, l'émotion, ce sont des ingrédients non seulement inévitables, mais nécessaires si on veut qu'une campagne mobilise. Et là, au fond, dans beaucoup de campagnes, on est présidentielle, on est assez servi. Les campagnes locales, vous voyez, c'est difficile pour que ça émeuve beaucoup. Les candidats sont émus. Je pense qu'un journaliste peut le dire s'il fréquente les salons de la préfecture un soir d'élection locale. Mais on ne va pas pleurer sur ceux qui ont été battus à une élection cantonale, mais autour de l'élection présidentielle, là, il y a de l'émotion. Je me rappelle un jeune RPR en 81 qui avait moins de 25 ans et qui disait en entretien, le soir du 10 mai, j'ai eu mes premières larmes d'adulte. Donc voilà, c'était un jeune RPR viril, mais vous voyez, j'ai eu mes premières larmes d'adulte. Donc on voit qu'il y a de la passion dans une élection présidentielle. Le temps des primaires socialistes a été un temps de très forte mobilisation. Et donc
le pari sur les primaires, parce que c'était un pari, puisque ça n'avait jamais été fait. On ne savait pas du tout s'il y aurait quelques centaines de milliers de participants à ce scrutin ou beaucoup plus. Finalement, la mobilisation, on va dire, à un peu moins de 3 millions de participants à chacun des tours, a été plus élevée que ce que beaucoup de gens pensaient. Et donc, et d'autre part, les candidats, je dirais, le débat est resté un débat d'idées pour l'essentiel, me semble-t-il. Il y a eu quelques petits dérapages, mais assez mineurs au total. Et le fait que les dérapages soient mineurs, que le débat soit resté sur des idées, je crois que c'est quelque chose qui a joué pour la mobilisation et pour intéresser les gens à l'élection sur des thèmes assez techniques, hein, parce qu'ils ont débattu quand même beaucoup sur le fond des programmes entre les six personnes. Il y a ensuite, comme dans toute campagne présidentielle, il y a eu le temps de la recherche des parrainages. Alors évidemment, ce temps de la recherche des parrainages, c'est plus un problème pour les petits candidats que pour les grands, mais ça fait toujours couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre. Et donc, on peut se demander si c'est un bon ou un mauvais système. Si vous me posez tout à l'heure la question, je vous donnerai mon avis sur le sujet. Mais je vois que l'heure tourne, donc je passe. Donc, c'est le temps des 500 parrainages. C'est aussi le temps où il y a déjà beaucoup de sondages et où, en fonction des parrainages et en fonction des sondages, certains petits candidats décident de s'arrêter, négocient leur arrêt éventuellement avec les principaux candidats. Voilà, donc on a vu des candidats arrêter, se retirer, avant même le 16 mars, qui était la date ultime pour pour présenter ces 500 parrainages. Bon. Donc il y en a qui arrêtent et puis il y en a qui passent la barre de manière parfois un peu incompréhensible. Si vous m'interrogez là-dessus aussi tout à l'heure, je répondrai. Bon. Donc finalement, on a 10 candidats. C'est moins qu'en 2002, hein, où on avait battu un record avec 16. C'est à peu près équilibré à gauche et à droite. 5 candidats de gauche, on va dire. Enfin, c'est pas tout à fait équilibré. 5 candidats de gauche, 1 de centre, 3 de droite, 1 inclassable. Hein, bon. On peut avoir une autre vision de cette répartition des 10 candidats, d'après leur place, leur niveau dans les sondages. Depuis janvier, vous l'avez vu, je pense, sur le document qui vous est distribué, 2 candidats qui ont dominé l'ensemble de la campagne, au moins tel que les sondages, avec leurs imprécisions, mesurent l'état des rapports de force. Donc il y a quand même les candidats des deux principaux partis de gouvernement dominent les intentions de vote. Il y a 3 candidats, on va dire, qui sont dans des positions intermédiaires. 2 d'entre eux ne l'étaient pas au début. Hein. François Bayrou, à l'automne, il était plutôt à 6. Mélenchon était plutôt à 6-7 aussi. Donc, s'ils sont en position intermédiaire aujourd'hui, entre 10 et 15 ou 16%, c'est pour ces deux-là des mesures relativement récentes, alors que Marine Le Pen, au fond, a plutôt descendu au cours de la campagne. Elle était encore en janvier autour de 19% pour beaucoup d'instituts de sondage. Elle est aujourd'hui plutôt donc à 15-16. Donc voilà pour ce que je voulais rappeler sur la campagne. Sur les données de sociologie électorale, je pense que je vais aller assez vite puisque j'ai déjà pas mal parlé, que je ne voudrais pas dépasser la demi-heure. Donc j'avais prévu de vous dire des choses sur la non-inscription et l'abstention. J'en dis donc 2 ou 3 mots.
il y a toujours des non-inscrits dans les élections françaises. Pas très les non-inscriptions c'est pas un gros pourcentage, c'est entre 5 et 10% des personnes en âge de voter qui donc ne sont pas inscrites. Par ailleurs, il y a à peu près 10% de gens qu'on peut qualifier d'abstentionnistes constants, qui ne vont jamais voter. Donc voilà, ça c'est les gens qui s'excluent du vote, on va dire. Bon. Et ça, c'est des taux assez constants, 5 et 10%. Si on voit augmenter donc l'abstention dans beaucoup d'élections de ces années récentes, c'est parce que ce qui augmente, c'est l'abstention intermittente. Donc c'est pas l'abstention permanente, c'est l'élection intermittente. Autrement dit, pourquoi l'augmentation augmente à beaucoup d'élections? Parce que les gens désormais vont moins voter par sens du devoir et davantage voter en fonction des enjeux de l'élection. Donc quand ils ont l'impression qu'une élection n'a pas beaucoup d'enjeux, lorsqu'ils ne sentent pas l'enjeu de cette élection, lorsqu'ils n'ont pas le sentiment qu'il y a un candidat qui est meilleur ou moins mauvais que les autres, ou lorsqu'ils n'ont pas le sentiment qu'il est important de rejeter un candidat, de le faire sortir, donc le réflexe, quand ils n'ont pas le réflexe du vote sanction, s'ils ne sentent pas donc les enjeux de l'élection, aujourd'hui, beaucoup de personnes, et encore plus dans les jeunes générations, mais on pourrait dire que ces jeunes générations, elles vont presque jusqu'à 45 ou 50 ans, donc beaucoup vont beaucoup moins voter par sens du devoir électoral, par un vote de principe. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va voter à une élection, on ne va pas voter à l'autre, on vote à un tour, on ne vote pas aux deux tours. En 2007, pour 16% d'abstention à chacun des tours d'élection, il y a eu en fait seulement 10% de gens qui n'ont pas voté à l'une des deux. Voyez, donc ça veut dire qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont mobilisés, soit pour le premier, soit pour le second. Et donc il y a des logiques politiques qui font qu'on vote ou qu'on s'abstient. Par exemple, au deuxième tour, il y a des gens qui s'abstiennent parce qu'ils n'ont plus leur candidat et donc ils ne veulent pas se rabattre sur un autre. À l'inverse, il y a des nouveaux électeurs qui peuvent se mobiliser, qui n'étaient pas allés au premier tour parce qu'ils avaient le sentiment qu'au fond, ça ne servait pas à grand-chose, le premier tour, qu'ils savaient déjà à peu près qui serait au second en fonction des sondages, qu'ils faisaient confiance à ces sondages, et que donc inutile d'aller voter au premier tour. Bon. Donc, voilà ce que je peux dire sur l'abstention. Sur comment on prend sa décision, j'insiste sur 2 ou 3 points seulement. Comment on prend sa décision? On va dire que il y a moins d'électeurs fidèles sur le long terme à une tendance politique. Il y a peut-être 30 à 40%, on peut dire, d'électeurs assez fidèles, ou même fidèles, on va dire, à une tendance politique. Donc au fond, ceux-là, ils s'informent en général parce que c'est des citoyens politisés, mais au fond, ils n'ont pas vraiment besoin de la campagne électorale, puisque ils savent longtemps à l'avance pour qui ils vont voter. Ils n'ont même pas besoin de connaître le nom du candidat, quasiment. Hein. Ils savent qu'ils vont aller voter UMP, socialiste, et donc, au fond, ils sont des électeurs fidèles d'un parti. Bon. Il y a... mais c'est seulement 30 ou 40%. Donc, ça veut dire qu'il y a une majorité d'électeurs qui hésitent, et qui hésitent même beaucoup plus qu'avant, hein, et qui prennent au sérieux l'élection. C'est-à-dire que s'il y a plus d'abstention intermittente, ce n'est pas un phénomène d'apathie, c'est presque l'inverse. C'est même l'inverse. C'est que, au fond, beaucoup de Français connaissent d'abord un peu moins mal la politique, en connaissent un peu mieux les enjeux, et ont envie de voter en faisant un acte rationnel. Donc à partir de là, ils hésitent beaucoup, parfois à force d'éviter, du coup, ils ne vont pas voter, parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 15% des gens qui votent
qui vont prendre leurs décisions dans l'isoloir. Ce qui montre qu'il y a encore des progrès à faire pour être politisé. Ça, c'est quand même un phénomène important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui hésitent jusqu'à la fin. Dans les sondages que vous pouvez voir ces jours-ci, il y a des différences selon les instituts, mais il y a quand même environ 30% des gens qui disent qu'ils peuvent encore changer. Pour le premier tour, les gens sont plus sûrs de leur choix au deuxième tour. Il y a à peu près 80% des gens qui disent être déjà sûrs de leur choix du deuxième tour, alors que le premier n'a pas eu lieu. Ce qui veut dire qu'ils ont intégré les sondages, qu'ils pensent qu'il y aura un deuxième tour Sarkozy-Hollande, et que par rapport à cette hypothèse-là, leur choix est déjà fait. Donc au fond, et ce qu'on sait par les élections antérieures, c'est qu'il y en a probablement 5-10% qui vont se décider le soir du premier tour quand ils connaîtront le résultat. Tout de suite, en fonction du résultat, ils vont se décider. Bon. Donc, ce qu'on a appelé les variables lourdes du comportement électoral, c'est-à-dire les facteurs, on va dire, sociodémographiques qui influencent ou même, parfois on disait autrefois, déterminent le vote, il reste des choses qui influencent. Mais comme on hésite beaucoup, comme on est dans une société plus individualisée qu'autrefois, on vote de moins en moins en fonction de sa classe sociale. Il reste des écarts selon qu'on est salarié ou indépendant. Il reste des écarts selon qu'on est des petits écarts selon qu'on est salarié du privé ou du public. Il reste des écarts assez forts selon qu'on est adepte, pratiquant du catholicisme, catholique non pratiquant, musulman ou adepte d'une autre religion ou sans religion. Ça, c'est un facteur qui reste assez fort. Le niveau de patrimoine joue encore un peu, moins qu'il y a 30 ans. L'âge joue, mais assez largement en lien avec le patrimoine. Les gens âgés ayant davantage de patrimoine, c'est probablement en partie ce qui explique que les personnes âgées votent plus à droite que les jeunes générations. Voilà quelques éléments qu'on peut dire qui expliquent, qui contribuent à la décision de vote. Mais tout ce qui se passe dans la campagne, évidemment, joue beaucoup aussi sur le vote, et joue notamment, pas tellement pour franchir le clivage gauche-droite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent de la gauche à la droite d'une élection à l'autre, pas plus de 5 à 10% du corps électoral. Par contre, donc, les gens hésitent beaucoup entre le parti de gouvernement principal et puis des partis, ou des candidats périphériques de leur camp. Et puis, ils hésitent aussi entre voter et s'abstenir. Donc les hésitations, elles sont surtout, et la volatilité, comme disent les politologues, elles portent surtout sur ces deux éléments, donc entre l'abstention et le vote, et puis entre candidat principal de son camp et candidat marginal de son camp. Je termine par 2-3 choses sur la présidentielle et l'Europe. D'abord pour dire que ce système français d'élection présidentielle est assez original en Europe. Certes, des élections présidentielles au suffrage universel direct, on n'est pas les seuls à en organiser. Il en existe dans 12 pays sur 27. Donc, si j'ai bien fait les comptes, Autriche, Bulgarie, Chypre, Finlande, France, Irlande, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. Il y a aussi un président élu au suffrage indirect par le Parlement dans 8 pays, donc 12 avec suffrage universel direct, 7 présidents suffrage indirect et 7 pays qui ont une monarchie constitutionnelle. Bon, ça vous fait les 27. Alors, ce qui est original, au fond, dans le système français, c'est pas l'élection.
au suffrage universel direct. Ce qui est original, c'est le pouvoir très important qu'a notre président et donc l'enjeu énorme de cette élection. Puisque notre président impulse l'ensemble de la politique nationale et dispose normalement d'une majorité au Parlement pour mettre en œuvre son programme. Le président américain, il a aussi un pouvoir très important. Mais par contre, assez souvent, il n'a pas de majorité au Parlement où il l'a 2 ans, et puis au moment des mid-terms, il perd sa majorité. Et donc, au fond, son pouvoir se réduit assez sensiblement, même si la discipline de vote dans les chambres américaines est peu élevée. Enfin, il n'y a pas beaucoup de discipline de vote. Donc notre originalité française, c'est que aucun président, je crois, dans l'Union européenne n'a autant de pouvoir que le président français. Et donc si on veut trouver des présidents à fort pouvoir, il faut aller les chercher à l'étranger, aux États-Unis, en Russie, au Chili aussi. Voilà, donc dans beaucoup de pays où le président est élu au suffrage universel direct, il a en fait que des pouvoirs très limités. Donc il joue un rôle d'arbitre entre des forces politiques et un rôle, on va dire, symbolique d'incarnation du pays et d'incarnation donc de la continuité des institutions. Deuxième point par rapport à l'Europe, il me semble que l'Europe dans la campagne, mais ce sera la transition pour ce que va dire Henri, et je ne sais pas, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire. J'ai essayé de m'interroger de manière un peu globale. Il me semble que l'Europe devient un enjeu de campagne. Donc, on parle un peu plus de l'Europe qu'autrefois, mais la croissance de la thématique européenne est quand même assez lente. Et donc, j'essaie de m'expliquer. Je crois qu'on peut dire que pendant longtemps, l'Europe a été à peu près absente des campagnes électorales présidentielles. Ce n'était pas un enjeu important. Et je pense qu'au fond, l'Europe prend progressivement de l'importance au fur et à mesure que l'Europe prend de l'importance dans la campagne, au fur et à mesure que la construction européenne se développe. Donc au fur et à mesure que beaucoup de thématiques et beaucoup de problèmes sont non seulement traités au niveau national, mais sont aussi traités au niveau des 27 pays de l'Union et qu'un certain nombre de décisions doivent être communes, eh bien, évidemment, aucune vie politique ne peut faire abstraction des enjeux européens. Et donc, on voit apparaître les thématiques européennes dans la campagne électorale. Mais il me semble que on en a donc parlé finalement assez souvent, par petites touches dans cette campagne de 2012, et je dirais on en a un peu parlé indirectement. Indirectement en ce sens que c'est à propos d'un sujet particulier qu'on dit voilà, sur ce domaine, voilà ce qu'il faudrait, voilà la coordination qu'il faudrait au niveau européen pour que les intérêts français, au fond, soient bien pris en compte. Donc, voilà, on a entendu dire il faut produire français ou il faut produire européen, il faut éviter les délocalisations des entreprises françaises, il faut prendre des engagements communs pour le retour aux équilibres budgétaires, il faut renégocier les droits d'entrée dans l'espace Schengen, mieux contrôler l'immigration aux frontières de l'Europe. Donc, au fond, on a entendu parler un peu de l'Europe, mais à partir de la crise, à partir du dossier de l'immigration, donc à partir de thèmes qui, au fond, apparaissent comme
plus dramatique et plus au centre, d'une certaine manière, plus au centre de la campagne. On entend très peu, par contre, c'est pour ça que je disais qu'on en parle indirectement, on en entend très peu parler, on entend très peu parler de mesures qu'il faudrait prendre pour impulser une dynamique européenne, pour développer une Europe plus intégrée et bâtie sur des solidarités fortes entre pays européens. Donc au fond, on parle de l'Europe à partir des intérêts français et pas beaucoup à partir du sentiment d'être européen. Je ne sais pas si Henri sera d'accord avec mon analyse, mais il va pouvoir nous le dire. Merci, merci à toi. Oui, au fond, c'est un enchaînement parfait parce que je pense à peu près la même chose sur la réalité européenne et l'élection présidentielle. Au fond, l'Europe fait pas vraiment rêver. Alors, on ne peut pas raconter une belle histoire, hein, comme on raconte une belle histoire ou des éléments de cette nature. C'est un peu trop sérieux, parfois trop austère, et au contraire, on l'utilise un peu comme un repoussoir aussi pendant l'élection, pour ajouter par rapport à ce que tu évoques. Mais c'est vrai que, au fond, l'Europe est partout et en même temps, elle ne se voit pas. Elle est partout, y compris dans la campagne, y compris dans les propositions qui sont faites, mais on ne la voit pas, on ne l'expose pas en tant que telle, mais elle est quand même derrière de manière assez nette. Elle devrait être encore plus nette dans la mesure où, effectivement, le président de la République française est un personnage central pour la politique européenne de la France. C'est le président de la République française qui défend les intérêts de la France au Conseil européen. Et d'ailleurs, si l'on regarde les photos qui sont faites après chaque Conseil européen, il y a un personnage qui est toujours au centre de la photo depuis les premiers Conseils européens, c'est toujours le président de la République française, avec la puissance invitante lorsqu'elle est là, parce que c'est notre président qui défend nos intérêts devant ces instances. Et le paradoxe, c'est que la France n'envoie quasiment jamais son Premier ministre, mais toujours son président de la République, alors que tous les autres gouvernements, tous les autres États envoient leur Premier ministre, président du Conseil ou chancelière, mais Premier ministre. Et d'ailleurs, quand on fait un jeu de mots, c'est un Merkozy, c'est-à-dire qu'on fait un jeu de mots entre une chancelière et un président de la République, ce qui est assez paradoxal, même si on dit qu'elle s'est suicidée, que ce personnage s'est suicidé. Alors, c'est vrai que la place de l'Europe, de manière visible, semble rester modeste dans la campagne électorale française, alors qu'elle devrait être encore plus présente, plus nette. Et puis, il y a une tentation française, traditionnelle, d'utiliser l'Europe comme un bouc émissaire de toute une série de soucis, de toute une série de problèmes. Au fond, s'il y a des difficultés en matière de dette publique, c'est en partie la faute à l'Europe. S'il y a des difficultés en matière, disons, d'absence de solidarité suffisante, c'est la faute à l'Europe. S'il y a une crise de l'emploi, c'est la faute à l'Europe. S'il y a une crainte de l'immigration excessive, c'est la faute à l'Europe. Et donc l'Europe est utilisée relativement aisément, alors suivant les partis, suivant les candidats bien évidemment, plus ou moins facilement, comme un bouc émissaire relativement aisément. Alors, j'ai essayé de regarder, et je vais prendre en revue les 10 candidats, et j'ai essayé de regarder les programmes des 10 candidats, que ce soit les programmes des candidats ou le programme des partis. Parfois, il n'est pas très facile de faire la différence entre le programme du candidat et le programme du parti ou des partis qu'il représente. Mais il y a des éléments intéressants à observer, dans la mesure où, si l'on prend les 10 candidats, on peut effectivement observer ceux qui considèrent que l'Europe est une bonne chose, mais qu'il faut l'aménager, l'améliorer, la faire mieux fonctionner, au bénéfice de la France. C'est vrai que derrière, toujours le bénéfice de la France qui est présent. Et puis il y a ceux qui sont radicalement opposés à cette Europe-là, qui voudraient la détruire, soit pour des raisons de nationalisme, soit pour des raisons de lutte contre le capitalisme, en imaginant d'autres types d'Europe, y compris les États socialistes d'Europe, une fédération socialiste des États européens proposée par l'un ou par l'autre, en extrême gauche bien sûr. Alors si on essaie de les prendre, ça va être un petit peu long, il y en a un qu'on a du mal à classer, mais je marquais que tu ne le classais pas plus non plus, c'est bien sûr Jacques Cheminade, il est assez particulier, je ne veux pas parler trop de lui, mais il dit des choses intéressantes aussi sur l'Europe, de manière assez paradoxale parfois. Alors si on prend d'abord le candidat président sortant.
Il est à lui tout seul, on pourrait faire un exposé complet sur ses relations à l'Europe, parce qu'il a, au fond, une relation assez paradoxale. On peut dire que c'est un Européen raisonnable, un Européen par raison et non pas par passion, ni par amour tellement de l'Europe, de ce point de vue-là. Alors, il a un bilan européen qui n'est pas négligeable, qu'il faut rappeler, qui est intéressant de rappeler ce bilan européen, avec son style, avec sa méthode, qui a beaucoup heurté nos amis allemands, par exemple, dans un premier temps, mais il a un bilan important. Au fond, on peut dire que le président Sarkozy a remis l'Europe institutionnelle sur les rails. Il faut se rappeler qu'un moment important de référendum en France est 2005, la France dit non au traité établissant une constitution pour l'Europe. C'est un non fort, un non puissant, un non qui a des conséquences importantes. Et pendant la campagne présidentielle de 2007, le futur président de la République nous explique qu'il a l'idée d'aller vers un mini-traité, que ce mini-traité sera adopté par le Parlement, ratifié par le Parlement, pas par référendum, et qu'il faudra, de ce point de vue-là, aller vite sur ce dossier-là. Et effectivement, avec disons là, une connivence assez rapide avec l'Allemagne sur ce point, qui préside à ce moment-là aux destinées de l'Europe, l'Europe est remise sur les rails avec ce qui n'est pas du tout un mini-traité, qui est quasiment le traité établissant une constitution pour l'Europe, avec toute une série de symboles mis de côté, et avec l'idée d'une approbation par voie parlementaire, par ratification parlementaire. Les choses vont très vite, parce que le traité de Lisbonne est de 2007, et l'élection présidentielle s'est déroulée en 2007, donc on ne peut pas aller plus vite que cela, mais c'est l'habitude du président Sarkozy d'aller très vite aussi dans ce domaine. Et il est entré en vigueur, ce traité, en 2009. Et au fond, l'Europe est remise sur les rails, on pensait que c'était un peu abandonné d'une certaine manière. Autre élément important, la gestion de la crise entre la Géorgie et la Russie. Le président Sarkozy a joué un rôle important, non négligeable en la matière, pour faire que l'Europe soit entendue, y compris par le président russe, qui a stoppé l'avancée des troupes russes dans le territoire géorgien, au-delà de l'Ossétie du Sud notamment, et de l'Abkhazie. Et 2008, c'est 2008, ce moment-là aussi. Autre élément important, la gestion de la crise économique et financière à partir de 2008, 2009, 2010, enfin, à peu près tout le temps, d'une certaine manière, avec conseil sur conseil et une intervention importante en la matière, dont il va se servir par la suite pour indiquer qu'il est le meilleur, qu'il a l'expérience et qu'il peut utiliser cette expérience pour gérer encore, d'où la naissance du Merkozy, puisque ce couple a joué un rôle important à ce moment-là. C'est aussi la mise en place de pare-feu dans le domaine économique, avec 2 traités adoptés au début de cette année. L'un a déjà été ratifié par la France, le second est en cours de ratification, et c'est sur le second traité, le traité sur la gouvernance économique, que le candidat François Hollande dit qu'il veut renégocier ce 2e traité et qu'il ne souhaite pas que la France le ratifie. C'est un rôle important aussi au niveau du G20, il y a vraiment beaucoup d'éléments sur ce point. Incontestablement, c'est un président qui a plutôt une vision intergouvernementale de l'Europe et pas une vision intégrée, considérant que les chefs d'État et chefs de gouvernement doivent gérer l'Europe, et ce n'est pas la Commission dont le président est choisi en réalité par les chefs d'État et chefs de gouvernement. Je vous renvoie à des articles tout à fait passionnants du Monde sur les rapports entre Nicolas Sarkozy et M. Barroso sur ce point. Pour la suite, c'est-à-dire, arrive la campagne présidentielle. Arrive la campagne présidentielle et le président Sarkozy, de ce point de vue-là, au fond, va utiliser de manière assez curieuse l'Europe pour en faire à nouveau un bouc émissaire aussi, alors qu'à d'autres moments il l'a défendu, il l'utilise cette fois-ci comme un bouc émissaire, peut-être pour rallier les voix de l'extrême droite sur ce point, en mettant en avant, au nom peut-être de la campagne électorale, mais je crois que c'est quand même largement au nom de la campagne électorale, avec un enthousiasme plus modéré. Il suffit de prendre un certain nombre de discours et d'interventions au mythique de Villepinte notamment, du président Sarkozy sur l'Europe. C'est tout à fait intéressant. Dans ce discours, il est indiqué la nécessité de
réviser les accords de Schengen et d'avoir une gouvernance politique des accords de Schengen, c'est-à-dire remettre de l'intergouvernemental dans la gestion des frontières extérieures et non pas de l'intégrer mais de l'intergouvernemental. Ça entraîne une volée de bois vert de toute une série de commissaires sur cette question des accords de Schengen, mais on pourra y revenir si c'est nécessaire. Mais avoir une gouvernance politique de ce sujet. C'est l'idée aussi qu'il faut produire Made in France, et que pour produire Made in France, il faut peut-être réexaminer en quelque sorte les accords en matière de libéralisme sur le plan du fonctionnement de l'Union européenne, en utilisant comme modèle, effectivement, un modèle nord-américain sur ce point, c'est-à-dire remettre des frontières et utiliser les frontières en matière économique sur ce point aussi. Sur le plan des évolutions institutionnelles, il y a des choses un peu paradoxales parce que vous avez un petit document qui note ce que suggère chaque candidat. Il y a l'idée qu'il faudrait utiliser ou créer une banque européenne d'investissement. Ce qui me paraît assez récent, c'est qu'elle existe déjà. Donc pourquoi la créer alors qu'elle existe? Il faut surtout la faire fonctionner, me semble-t-il. Mais peut-être qu'il l'a oublié ou que son entourage a oublié l'existence de cette banque européenne d'investissement. Et qu'il faudrait mettre en place une assemblée parlementaire de la zone euro pour équilibrer en quelque sorte les gouvernants de la zone euro avec une assemblée parlementaire de la zone euro. Mais au fond, c'est une vision européenne un peu rabougrie, un peu diminuée, et pas vraiment une passion enthousiaste sur ce qui a été fait, et qui pourrait aller au-delà. Alors, si on quitte le président Sarkozy pour voir les 9 autres candidats, incontestablement, on peut les classer en deux tendances. C'est assez net, assez clair. En deux tendances. Une première tendance, c'est l'idée que l'Europe doit être gardée, mais qu'il faut peut-être en améliorer le fonctionnement. Garder, en améliorer le fonctionnement avec une série de propositions pour améliorer le fonctionnement de l'Europe. Ça, c'est une première tendance dans laquelle on trouve 3 candidats, François Hollande, François Bayrou et Eva Joly. Et puis une deuxième tendance qui est cette fois-ci, il faut remettre l'Europe en cause, l'Europe d'aujourd'hui, il faut la remettre en cause assez profondément, la refonder. Là on est dans un ensemble de candidats un peu disparates. Pour certains, c'est le rejet du capitalisme qui est l'élément déterminant. Pour d'autres, c'est le retour des nations. Et l'Europe des nations doit être valorisée. Et pour le dernier, inclassable, je ne sais pas ce que c'est l'Europe sur Mars peut-être, qui est évoquée, puisqu'il veut qu'on aille sur Mars assez rapidement, M. Cheminade. Alors, si l'on prend la première tendance, c'est l'Europe à faire évoluer tout en gardant l'essentiel. On retrouve là trois candidats qui n'ont pas forcément les mêmes idées, qui n'apportent pas forcément les mêmes suggestions, mais qui quand même vont dans le même sens. François Hollande, François Bayrou, Eva Joly. Alors, je dis, peu importe l'ordre, hein, c'est pas un ordre de préférence. Alors, si l'on donne d'abord François Bayrou. Alors, François Bayrou, c'est le plus européen de tous. Sur ce registre, c'est assez clair. On lui dit d'ailleurs, pour certains, le qualifie d'européiste, hein, je crois. Jean-Luc Mélenchon n'arrête pas de dire que c'est un européiste convaincu. François Bayrou est le plus européen dans ses propositions. Avec notamment des propositions sur l'évolution des institutions européennes. Ils ne sont pas beaucoup à faire des propositions sur les institutions européennes. C'est l'élection du président de l'Union européenne au suffrage universel direct. C'est-à-dire le président du Conseil européen, c'est ça qui est derrière. Alors avec 2 modalités possibles, soit au suffrage universel direct, soit une élection via les parlements nationaux qui permettrait l'élection du président de l'Union européenne. C'est un élément fort. Autre élément, revenir à la méthode, alors on dit communautaire ou à la méthode d'intégration, avec une valorisation de la Commission, une valorisation du Parlement européen, plus nettement. Ça, c'est des propositions sur les institutions. Des propositions aussi sur les politiques, avoir une politique européenne de l'énergie. On la retrouve aussi chez François Hollande d'ailleurs, cette idée de communauté européenne de l'énergie, en fait de reprendre le modèle de la CEEA, qui était l'énergie atomique, la communauté européenne de l'énergie atomique, en un investissement d'intégration en matière d'énergie, une politique européenne de défense, une politique européenne étrangère.
On retrouve la CED, la CEP dans les propositions de François Bayrou sur ce point. Une évolution de la Banque Centrale Européenne et la création d'une agence européenne de notation, ou une agence de notation européenne, non, une agence européenne de notation, avec là encore toute une série de propositions sur ce point, mais c'est lui qui a peut-être le plus, au fond, d'investissement sur la question européenne, en tous les cas en matière institutionnelle. Il y a une dimension forte, plan institutionnel. Ensuite, Eva Joly. Eva Joly, elle est aussi très européenne, comme d'ailleurs les écologistes le sont, puisque leur parti même s'appelle Europe Écologie Les Verts. C'est un parti donc européen, presque par nature sur ce point, avec une initiation, un rôle tout à fait essentiel joué par un certain Daniel Cohn-Bendit, qui est un peu à l'origine de cette orientation Europe Écologie Les Verts. Alors, elle a, dans un discours tout à fait intéressant, dans un discours prononcé devant sa famille politique au Parlement européen, un discours très... J'aime l'Europe lorsqu'elle protège les pêcheurs de Guinée, j'aime l'Europe lorsqu'elle défend sans relâche les droits de l'homme, l'idéal européen est ma passion, et ainsi de suite. C'est un amour à l'Europe qui est déclaré de manière assez nette aux Journées européennes de la paix du 11 novembre. Elle dit d'ailleurs que le 11 novembre devait être une journée européenne et non plus simplement purement nationale pour la Première Guerre mondiale sur ce registre-là. Alors, c'est au fond l'idée que l'Europe devrait prendre conscience de sa puissance économique et financière aussi chez Eva Joly, et au fond aller plus vers un système de nature fédérale. Le mot fédéral n'est pas utilisé, mais c'est aller dans ce sens-là. Mutualisation, alors pour mutualiser beaucoup de choses, mais mutualiser la solidarité, c'est-à-dire mutualiser la dette, ou les dettes européennes, ça c'est une avancée tout à fait considérable si ça allait dans ce sens. Avoir un trésor européen, comme il y a des trésors nationaux, un trésor européen au sens bien sûr économique et financier du terme, un plan de lutte, et vous en serez tout à fait d'accord avec Eva Joly sur ce point, un plan de lutte contre la fraude fiscale. Elle nous a montré récemment que telle banque suisse faisait aider à la fraude fiscale en France récemment, un grand emprunt, et c'est elle, la seule, qui propose de revenir à une constitution pour l'Europe. À une constitution pour l'Europe avec l'idée d'une constitution plus courte, plus ramassée, mais un dispositif constitutionnel qui devrait être de retour. C'est vrai que Daniel Cohn-Bendit le suggère depuis longtemps aussi, et il le propose aussi. Et puis l'idée qu'il faut à nouveau retourner vers un dispositif plus d'intégration, au-delà peut-être fédéraliste, mais d'intégration dans la mesure où on a trop fait d'intergouvernemental. Politique étrangère aussi, politique de défense aussi, et apparaît pour. François Hollande. Alors François Hollande, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à observer. C'est d'une part le livre sur son programme, bien sûr, et puis avec un chapitre sur l'Europe, hein, et puis aussi une intervention très dense, une intervention au Cirque d'hiver à Paris le 17 mars 2012 sur le thème Renaissance pour l'Europe. Discours qu'il a fait devant une série de collègues, en quelque sorte, ou de futurs collègues, je ne sais pas, européens, c'est-à-dire des gestionnaires sociodémocrates de l'Europe. Il y en avait toute une série qui étaient présents à ce moment-là, danois, autrichiens, slovènes, slovaques, belges, et bien sûr le président du Parlement européen était présent aussi, comme le président des sociodémocrates allemands aussi. Alors, au fond, François Hollande, il a à gérer une difficulté particulière qui est l'approche qu'a le Parti socialiste de l'Europe. Et la manière dont le Parti socialiste, et Jean-Luc Mélenchon en est une expression tout à fait remarquable, s'est divisé sur le référendum de 2005. Et d'une certaine manière, il dit, c'est comme ça que au fond le résume, l'Europe est incontournable, mais il faut comprendre pourquoi il y a eu un non en France. Et donc, arriver à intégrer le caractère incontournable de l'Europe avec le vote noniste aussi, bien sûr, et je pense qu'il doit consulter un certain Laurent Fabius qui a joué un rôle non négligeable pour le non au référendum aussi, dont on nous dit qu'il serait ministre des Affaires étrangères. Donc c'est intéressant que quelqu'un qui était contre le référendum soit ministre des Affaires étrangères. Alors, s'il y avait cette élection. Alors, il y a l'idée de remettre les citoyens au centre de la construction. C'est effectivement
réinsuffler de l'Europe citoyenne, c'est facile à dire, plus difficile à réaliser, mais il y a cette dimension, c'est-à-dire avoir une Europe moins intergouvernementale et plus intégrée aussi derrière. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un candidat à la présidence qui diminue le rôle du président lui-même, puisque c'est le président de la République française qui joue ce rôle tout à fait déterminant. Revenir à la méthode communautaire, méthode d'intégration plus exactement. Et puis, l'un des éléments phares, c'est la renégociation du traité sur la gouvernance économique de l'Europe. Ce qui a sûrement beaucoup inquiété Mme Merkel.